présente les trois personnes qui ont très gentiment accepté de prendre du temps de leur calendrier très chargé pour venir nous parler, se parler aussi entre elles. Il s'agit d'abord d'une représentante de l'école d'architecture, Alice Kovata, qui s'intéresse aux impacts sociaux du design, en particulier dans la ville hyper dense de style Tokyo, où elle a vécu. Elle a été une stagiaire postdoctorale pendant 3 ans grâce à une bourse de la Japan Foundation. Et donc, Alice va nous parler en particulier de valeurs sociales, mais aussi de santé mentale. Et elle participe avec d'autres personnes, dont Juan Torres aussi, à une initiative qui lie la ville et la santé. Donc ça, c'est très intéressant. Notre représentant de l'école de design, c'est Laurence Roy, qui est doctorante, qui est inscrite au doctorat interdisciplinaire en aménagement. Elle est aussi chargée de formation pratique à l'école de design dans le domaine du design d'intérieur surtout. Et donc, elle s'intéresse beaucoup à la relation entre le milieu construit, les intérieurs, et la socialisation des individus et des groupes. Et en particulier, sa thèse de doctorat portera sur les lieux de socialisation des immigrants, des réfugiés en particulier, dans nos sociétés du Nord. Troisième personne qui lui représente plutôt l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage, c'est Juan Torres, comme je l'ai dit, qui est professeur titulaire à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage. Il est très connu, je pense, pour ses travaux en particulier sur l'enfance et la ville. Donc, la place du design urbain, de l'urbanisme, de l'architecture dans le bien-être de l'enfant, mais aussi la place de l'enfant dans la construction de la ville, dans la conception des lieux qu'ils habitent. Alors, à tous trois, un grand merci de vous joindre à nous, de partager vos expériences et de prendre ce temps. Alors, écoutez, la première question qu'on se pose, que bon nombre de gens qui sont à l'écoute et qui nous regardent se posent, c'est comment est-ce qu'on définit l'impact social pour vous individuellement? Comment est-ce que vous définissez l'impact social? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'un concepteur ou une conceptrice se soucie de l'impact social de son travail? Alors, moi, je ne désigne personne, mais qui veut se lancer? Bon, ben, je peux Laurence, allez-y. ouvrir la conversation. Oui, tout à fait. Donc, bon, grande question, définir l'impact social du design. Je pense qu'une définition très large, c'est d'abord une conception qui cherche à résoudre un problème humanitaire, donc à améliorer les conditions ou la qualité de vie. Puis, ben, quand on parle d'amélioration, on assume que l'intervention a un impact positif, que ça soit une intervention à l'échelle de l'objet, du lieu, du territoire ou même du service. Si le concepteur, que ça soit conscient ou inconscient, finalement nuit à la qualité de l'être humain, de son environnement, je pense qu'on ne peut pas parler que le concepteur a eu un impact social. Donc, d'abord, critère numéro 1, vraiment que c'est une conception qui favorise ou promouvoit le bien-être d'une certaine manière. Ensuite, comment mesurer ce bien-être-là? On tombe dans une autre question qui ouvre vers des grands questionnements éthiques là, qui peuvent prendre en compte, oui, les répercussions à court, moyen terme, mais également le processus de conception, même les intentions du concepteur. On tombe dans une autre question, mais le bien-être reste tout de même le critère numéro 1 selon moi. Ensuite, c'est pas nécessairement une question du plus grand nombre de personnes auxquelles on va toucher avec la conception qu'on propose. Ça peut être d'une part de s'intégrer dans une communauté qui est fragilisée, donc un groupe en situation de vulnérabilité, d'exclusion. Donc, même si ça comporte un nombre de personnes plus restreint, je pense qu'on a un impact social quand on vient intervenir dans ces milieux-là. Puis sinon, d'un autre côté aussi, si on regarde à la plus grande échelle, ben, si on s'inscrit dans un enjeu qui est fondamental pour la vie humaine, par exemple pour la santé, donc on n'est pas nécessairement pour une population en situation de vulnérabilité, on regarde plutôt une dimension humaine fondamentale, puis là, on vient toucher un très grand nombre de personnes, comme par exemple si on intervient au niveau de la santé, je pense qu'on est encore aussi dans l'impact du design social. Merci. Une autre perspective?
Allez, Peut-être tu je oui. peux continuer. Oui, je Oui, bien pense que sûr. c'est très aligné avec ce que Laurence a mentionné. Je crois que l'impact social du design se traduit vraiment dans une sorte de capacité de tenir compte des dynamiques humaines, surtout redonnant leur une sorte de voix et de pouvoir. Donc, je pense qu'on a besoin d'intégrer la sagesse, l'expérience des usagers, mais aussi en même temps, je pense, de la fragilité de la vie dans les projets. Et je pense que la conceptrice ou les concepteurs du design social ont particulièrement vraiment une sorte de pouvoir de transformer la façon dont nous abordons des problèmes sociaux grâce à un milieu de compréhension des milieux urbains et sociaux et aussi un plus grand engagement des communautés. Et je crois que récemment, on est en train de vivre une sorte de transition parce que si traditionnellement les designers ont concentré leur attention sur l'amélioration de l'aspect esthétique du projet, je pense à projet d'architecture, je pense à projet urbain ou à l'échelle des produits, ou sur la fonctionnalité. Maintenant, vraiment, dans les dernières années, on est en train de voir comment les designers ont élargi leur approche. Ils ont commencé à utiliser des outils de conception afin de résoudre des problèmes plus complexes, comme par exemple l'habitat social ou l'accessibilité aux espaces publics ou à les ressources naturelles ou la justice sociale. Donc, je pense que dans cette logique, la démonstration de spécularité de techniques esthétiques, ça passe en deuxième plan s'il ne vise pas en fait les bien-être communs. Donc, je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre maintenant. Merci, Juan. Oui, ben, Alice et Laurence ont déjà évoqué plusieurs éléments qui me paraissent vraiment clés, c'est-à-dire que oui, les disciplines de l'aménagement, puis peu importe si on est dans l'architecture des paysages, l'urbanisme, l'architecture, le design industriel, le design intérieur, ce sont des pratiques qui transforment, qui ont une incidence sur la vie des personnes. Et dans ce sens-là, je pense que ça a été clairement dit à quel point nous partageons à la fois ce privilège et cette responsabilité d'un exercice professionnel qui peut avoir une incidence sur la vie des personnes, des sociétés. Donc, c'est une manière, je pense, très évidente de voir l'impact social du design. Mais entre les lignes aussi, dans ce qui vient d'être dit, on lit une autre façon de répondre à la question, Raphaël, qui est de comprendre aussi comment notre pratique est aussi le résultat de la société. Donc, comment nous véhiculons de manière consciente, inconsciente aussi des stéréotypes, des façons même de poser des problèmes, de comprendre les réalités, les enjeux, les défis des sociétés. Donc, on peut déjà voir ces deux manières de poser la question. Puis peut-être il y en a une troisième, c'est que les processus de conception, les processus même de mise en œuvre, de réalisation des projets sont aussi des processus sociaux. Donc, dans lequel il y a aussi des échanges, des interactions, des jeux de pouvoir, des émancipations des participants, etc. Donc, je pense que c'est omniprésent finalement, l'impact de l'aménagement, des pratiques de l'aménagement sur la société. C'est vérifié dans plein de manières, à différentes sphères, dans différentes directions, perspectives. Donc, voilà, je suis content d'aborder la question, mais ça peut prendre beaucoup de temps pour répondre parce qu'il y a tellement de matière. Donc, voilà. Oui, ben écoutez, on a encore un peu de temps, mais c'est vrai que vous avez tous les trois déjà ouvert beaucoup de portes. Je ne sais pas si on pourra rentrer dans toutes ces portes, mais en fait, avant de rentrer dans une de ces portes, moi, j'aimerais faire un petit pas en arrière et vous demander comment ça se fait que vous vous intéressez particulièrement à cette question de l'impact social. Pourquoi est-ce que c'est important dans votre travail? Est-ce qu'il y a des expériences individuelles marquantes dans votre vie? Alors, je ne vous demande pas de nous parler de traumatisme ou de trucs comme ça personnels, mais de dire, oui, moi j'ai vécu des expériences qui m'ont montré l'importance de l'impact social de mon travail, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus axé sur l'esthétisme, mais j'ai vécu certaines choses, j'ai vu certaines choses. Alors, ça ne doit pas être dans le même ordre, mais qui veut commencer donc nous parler de sa propre trajectoire?
Juan, tu veux continuer? Je peux Oui. cette fois-ci pour que Laurence ne se sente pas toujours comme initiale. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit vraiment une opposition entre l'esthétisme ou les réflexions esthétiques, les préoccupations sur la dimension esthétique des pratiques de l'aménagement et les dimensions sociales. Je pense qu'elles s'arriment. Puis en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai vécu cette initiation, si on peut l'appeler comme ça, là. J'étais étudiant en architecture au Mexique et un de nos ateliers, c'était en 4e année, je pense. C'était un programme sur 5 années. Donc, on était déjà assez avancé dans le programme. Nous amenait à travailler avec une communauté, dans un milieu rural. Puis, on aidait cette communauté à développer un projet de logement social, une coopérative, disons, de logement dans la communauté. Puis, c'était génial pour nous comme étudiants. Donc, tout ce qu'on a appris avec cette communauté dans un site réel, dans un contexte réel. Donc, je pense que ça vient de là aussi, mon amour pour les pratiques d'enseignement, des recherches d'aménagement qui sont en collaboration avec les communautés. Mais à cette expérience en particulier, je me rappelle surtout comment les personnes qu'on pensait allaient contribuer le moins, une personne âgée, je me rappelle, une personne âgée qui était là, qui nous observait pendant tout le déroulement de processus, par exemple, sur site, de monter un premier prototype de logement. Mais comment, avec un geste très élégant, très simple et très amoureux, surtout à la fin du processus, à notre prototype, lui a ajouté un élément, une branche, une fleur, qu'elle a coupé elle-même avec un couteau qu'elle portait en plus à côté de sa chaussette. Et pour moi, cette expérience m'a montré, en tout cas, la leçon que j'ai appris et qui pour moi était très marquante dans mes études, c'était en fait l'énorme contribution qui peut prendre des formes inattendues des personnes de notre communauté pour enrichir, approfondir, améliorer nos projets d'aménagement. Donc, ça a été ça en tout cas, une expérience marquante. Probablement, il y en a eu avant qui me sensibilisaient déjà et après, évidemment, mais voilà, ça, c'était mon baptême, cette expérience bouleversante pour moi. Pour moi, c'était traumatisant, mais dans le sens très, très productif, très, très formateur. Merci beaucoup. Oui, c'est une très bonne question en fait. Et oui, c'est aussi une réponse assez personnelle. Et je suis née dans une ville en Italie, située dans la périphérie d'une ville historique très très connue qui est Venise. Mais ma ville natale, c'est vraiment extrêmement proche de Venise, mais c'est une identité sociale, culturelle, économique tellement différente. Donc, au cours de mes études universitaires que j'ai fait à Venise, en fait, j'ai presque jamais eu l'occasion de m'intéresser à la réalité urbaine des villes périphériques comme la mienne ou comme des autres villes, et qui sont des réalités vraiment marquées par des problèmes sociaux importants liés à un paysage très fragile qui, malheureusement, ne s'est pas pris tellement en considération dans la politique ou dans les pouvoirs publics. Donc, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait une sorte de gigantesque travail à faire de reconnecter la société à la réalité urbaine. Et petit à petit, grâce à cette expérience personnelle, j'ai développé une sorte de motivation et de conviction d'essayer d'engager un dialogue le plus sincère, j'espère, avec la condition urbaine où elle est plus fragile. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à m'intéresser de l'importance de l'énergie humaine, multiculturelle surtout, dans la conception urbaine. Et j'ai beaucoup voyagé et découvert des autres sociétés et cultures qui, je pense, ils m'ont aussi beaucoup aidé à intégrer une vision un peu plus large et aussi, j'espère, juste de la société dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle aussi. Donc, c'est un peu... Merci beaucoup. Merci. Laurence. Oui, en fait, moi, j'ai toujours été passionnée de mon domaine de pratique. J'ai complété un baccalauréat en design à la faculté de l'aménagement. Puis, j'ai toujours eu un attrait très, très important pour la dimension de la socialisation au sein des projets que j'ai développés en pratique professionnelle. Donc, que ça soit
au niveau de tous les milieux, tu sais, tous les lieux qu'on habite, il y a un aspect de socialisation qui est présent dans chacun de ces milieux-là. Fait que quand j'œuvrais, par exemple, pour des environnements de bureau, je m'attardais beaucoup à comprendre comment on peut favoriser la collaboration. J'ai travaillé pour des bureaux aussi pour des startups. Je m'intéressais particulièrement au processus créatif, la synergie de l'idéation en groupe. Dans les milieux universitaires, c'était au niveau de la passation des connaissances, partage des savoirs. J'ai travaillé aussi pour des environnements pour les aînés, où là, je m'intéressais beaucoup à ce théâtre de la relation sociale entre les différentes personnes. Donc, toujours la proximité entre les usagers, puis également comment l'environnement bâti, à un sens plus large, cadre ces relations sociales-là. Donc, je développais déjà une expertise au niveau de cette branche-là. Puis, en parallèle, en 2015, je pense, environ, de façon beaucoup plus personnelle, là, avec des amis, on a monté une association, l'Association du Jeune Montréal, pour répondre à la crise des réfugiés au Moyen-Orient puis en Europe. Puis, j'étais en charge de tout le design de l'événement. Puis, c'est à ce moment-là, à cette soirée-là, que j'ai commis une espèce de punctum révélation que je me suis dit, bon, je peux m'impliquer comme citoyenne dans des causes. Je peux faire en sorte que mon expertise fasse en sorte que les événements aient lieu en contribuant au design de l'événement, mais comment vraiment je peux faire en sorte que mon expertise soit plus près de la vie des communautés en situation de vulnérabilité. Donc, c'est là que j'ai entamé ma maîtrise puis mon doctorat, là, où je traite des questions de l'accueil des réfugiés dans les grandes villes occidentales. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Et je pense que ça, c'est plutôt une parenthèse. C'est qu'en effet, comme Juan le dit, il ne faut pas opposer esthétisme à impact social ou fonctionnalité. De toute façon, faire de très belles choses, ça a un impact social bénéfique. Ça, on le sait aussi. Ça a un impact sur le bien-être des gens, de faire que ce soit une chaise ou une ville qui marche très bien fonctionnellement, ça a un impact sur le bien-être humain aussi. Donc, ce n'est pas du tout une opposition, mais disons que c'est quand même dans nos domaines une sorte de spécialisation qui s'est passée où, comme Alice le disait, l'impact social a quand même émergé comme un facteur beaucoup plus important au fil des années. Alors moi, j'aimerais parler un peu d'histoire aussi, parce que je suis historien à mes heures, mais aussi parce que vous avez parlé de votre histoire personnelle, Alice a parlé de l'histoire de nos professions un petit peu. Et quand on regarde l'histoire, on peut se dire que les designers, les architectes, les urbanistes, souvent ont été des utopistes. Ils pensaient faire un monde meilleur. Je veux améliorer la condition humaine. Alors, comment est-ce que vous voyez cette question? Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté utopiste dans votre démarche ou est-ce que c'est vraiment très pragmatique? Ou quand vous parlez à des gens ou à vos étudiants, est-ce que vous essayez de leur donner un côté un peu utopiste, de foi en quelque chose de meilleur? Oui, c'est une question très intéressante et oui, personnellement, je suis toujours en train de réfléchir comment en fait envisager une meilleure réalité en termes de projet et en termes de recherche en architecture. Et je crois qu'il y a un lien très fort entre architecture et utopie qui existe depuis longtemps, surtout dans l'histoire de la culture occidentale. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi très besoin de l'utopie parce qu'on peut devenir en fait un concept assez précieux dans notre condition actuelle qu'on est confronté tout le temps avec plusieurs crises. Donc, je pense que l'utopie devient quelque chose d'important de tenir avec nous et avec notre étudiante. Merci. Est-ce qu'on peut parler d'idéalisme aussi? Oui. Peut-être pas d'utopisme, mais d'idéalisme. Est-ce qu'il y a un côté idéaliste, pas nécessairement négatif? Oui, exactement. Mais je peux poursuivre alors. Oui, ouais. Moi aussi, je pense que la réponse est absolument. C'est sûr qu'on est idéaliste, c'est sûr que notre métier, notre formation, notre domaine de travail, justement, consiste à imaginer comment les choses peuvent être meilleures et à faire advenir ces futurs souhaités meilleurs à travers toutes sortes d'actions concrètes. Donc, c'est aussi
très pragmatique d'une certaine manière. Donc, et qu'on fasse une sorte de synthèse entre un futur encore très abstrait et les moyens que l'on a devant nous pour aujourd'hui commencer à orienter les choses vers ces futurs souhaités. Mais peut-être j'aimerais apporter à cette discussion dans ces registres, Raphaël, si tu me le permets, de la dimension utopiste, non? C'est que c'est justement ça qui rend aussi difficile et aussi intéressant les différents métiers, les différentes disciplines de l'aménagement, que c'est meilleur souhaité ben, il peut être souhaité, mais de différentes perspectives individuelles, puis elles ne sont pas tout à fait convergentes. Donc, ce qui est souhaité par l'un, ce n'est pas nécessairement souhaité par l'autre, ou pas avec la même force. Et c'est justement ça qui rend les disciplines à projet, les processus de projet, et en fait, les professions de l'aménagement si importantes parce qu'elles permettent de mettre de côté une sorte de naïveté à l'égard d'un seul avenir souhaitable, unique, mais plutôt nous confronte en fait à une pluralité d'avenirs souhaitables. Et parfois, cette pluralité comporte des contradictions, des tensions, des luttes. En tout cas, en urbanisme, on les voit très souvent, là. Et on les a vu à travers l'histoire, sûrement. Tu es mieux placé que moi pour en parler, puis on va continuer à les voir. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là que c'est très important de prendre conscience justement de la dimension sociale des pratiques de l'aménagement et aussi prendre conscience de l'importance en fait, de la formation, surtout peut-être au cycle supérieur, la formation à la recherche, donc des moments qui nous permettent de prendre un peu de recul sur ces bagages sociaux que l'on porte. Je mentionnais au début, dans la première intervention, la manière dont on peut véhiculer des stéréotypes, véhiculer des idées sans trop les mettre en question peut être très, très dangereux, justement parce que ça peut nous amener à agir de manière très naïve et aveugle. Donc, ça nous prend une dose d'utopisme, une énorme dose des sens critiques, des reculs, des réflexions, pour mettre en question même nos convictions les plus fortes, celles que l'on a apprises justement en faisant partie d'une société, d'une communauté particulière. Voilà. Peut-être que je dérive un peu trop loin là, mais voilà. Laurence, à toi de me rattraper. Oui, bien en fait, j'abonde exactement dans le même sens. Et si on vise pas un monde meilleur, on reste certainement figé. Puis après ça, c'est de voir, bien, finalement, c'est une bonne question qui est posée, c'est quoi ce monde meilleur-là? Est-ce que c'est simplement ce que moi, à quoi j'aspire d'un monde meilleur ou c'est plutôt, en tant que designer, de jouer ce rôle-là de courroie de transmission entre ces différentes définitions-là d'un monde meilleur, puis de définir ensemble c'est quoi l'utopie vers laquelle on tend finalement. Mais certainement, ça prend un peu d'utopie, ça prend un peu de rêve pour changer le monde. Sinon, on ne peut pas changer le monde. Non, en effet, il faut. Je pense que, comme Juan le disait, c'est vraiment un des beaux côtés de nos métiers, de nos professions, c'est de pouvoir nous projeter dans l'avenir, d'aspirer à de meilleures choses. Revenons un peu de l'utopie, de la théorie aux choses pratiques. Une des grandes questions dans ce domaine, domaine de l'impact social du design, c'est comment on sait si on a un impact et quel est cet impact. Donc, c'est la question de la mesure de l'impact, de la définition de l'impact, de la mesure de l'impact. Ce n'est pas une question très technique et très pratique, mais est-ce que vous pouvez peut-être illustrer dans votre propre travail, pour que ce soit très concret pour les participants, comment vous définissez des impacts que vous recherchez ou des effets et puis comment vous les mesurez? Qu'est-ce que vous utilisez comme indicateur, comme outil de mesure à titre d'illustration? Je ne sais pas si, Laurence, vous voulez continuer directement. Déjà, quand on parle de comment évaluer, la première question qu'on peut se poser, c'est avec quel cadre on va évaluer, en fait. Puis souvent, une approche traditionnelle en design, on parle souvent de répondre à des besoins des occupants, répondre aux besoins des usagers. Puis l'approche que je mets de l'avant au sein de mon projet doctoral, c'est plutôt de le regarder avec une autre approche, l'approche des capacités, puis de voir en fait, oui,
une personne a des besoins, mais elle a aussi des aspirations. Puis de regarder, en fait, une capacité, pour faire simple, c'est un peu la combinaison, le fruit des capacités d'une personne, ses capacités acquises, ses capacités innées, euh, avec les opportunités qui sont offertes dans son environnement pour lui permettre de déployer ces capacités-là. Donc, comment l'environnement va lui permettre de s'accomplir, de s'épanouir. Fait qu'en quelque sorte, une capacité, c'est la liberté réelle qu'elle a de pouvoir vivre la vie qu'elle veut mener, de pouvoir agir, être selon ce qu'elle entend d'être une vie qui est digne d'être vécue. Donc là, on est vraiment dans un registre où on observe, par exemple, dans mon échelle d'intervention au niveau du lieu, comment le lieu va lui permettre d'être plus autonome, comment le lieu va lui permettre de pouvoir faire ses propres choix. Donc, c'est vraiment d'évaluer pas seulement en fonction des besoins, mais de voir comment la personne va pouvoir interagir de façon plus pérenne dans le lieu, puis pouvoir s'épanouir, en fait. Merci. Juan. Je peux poursuivre, oui, avec plaisir. Je suis inspiré par la réponse de Laurence. Il y a en design urbain aussi beaucoup d'intérêt de plus en plus pour une notion que tu vas comprendre aussi, Laurence, que c'est les environnements capacitants. Donc, s'intéresser aux environnements capacitants, les capacités d'action que les environnements offrent. Mais une chose qui est difficile, en tout cas de saisir et d'étudier, c'est que beaucoup de ces capacités ne sont pas du tout prévues au moment de la conception de ces espaces-là. Donc, c'est un peu ingrat et peut-être même inutile d'évaluer des projets d'aménagement à la lumière uniquement des critères qui ont donné lieu à sa conception, à sa réalisation. Donc, et c'est pour ça, dans ma perspective, une approche très féconde d'évaluation est celle des études post-occupationnelles, donc, et surtout avec les usagers. Donc, comment ils perçoivent, comment ils utilisent, comment ils pratiquent, comment ils détournent les espaces, comment ils nous donnent des leçons aux concepteurs par leurs pratiques quotidiennes, parfois inconscientes, mais qui nous apprennent beaucoup sur la portée vraiment des possibilités d'utilisation de certains espaces. Mais je vais terminer en disant aussi que malgré tout, cette évaluation reste le parent pauvre dans nos processus de projet. On évalue très, très, très peu. Mais en fait, quand on évalue, c'est surtout en amont de nouvelles démarches de conception qui commencent. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, on évalue au début des projets. Et c'est malheureux, souvent dans nos budgets aussi, la dimension évaluation est la première qui saute pour donner plus de ressources à la réalisation des projets parce que ça prend toujours plus de ressources qu'on prévoit. Donc, c'est à la fois hyper important, je trouve, central dans une pratique vraiment profonde de professionnel en aménagement et en même temps très difficile parce qu'on ne lui accorde peut-être pas suffisamment d'importance. En tout cas, l'avantage à l'université dans les programmes, et j'insiste sur les cycles supérieurs, c'est que justement, on fait beaucoup ça, l'évaluation des projets. Et peut-être ça justifie une meilleure corrélation entre les universités et les milieux de pratique. On peut soutenir les milieux de pratique par des outils, par les talents des étudiants, des professeurs qui viennent souvent combler ces manques de ressources à la fin des projets pour l'évaluation de nos projets. Voilà. Merci, merci. Alice, oui. Vous peut-être qui faites un peu plus des études sur la santé mentale, est-ce que là, en santé, on parle beaucoup d'instruments d'évaluation oui. des patients ou des gens. Alors, je ne sais pas, comment vous voyez ça? Oui, donc, je pense que les commentaires de Juan, c'est vraiment très lié avec mes recherches aussi, dans lesquelles je m'intéresse dans la perception des usagers dans la ville. Et tout d'abord, je pense qu'il y a une sorte d'interaction entre l'action et la théorie, qui sont les deux faces du même projet. Donc, ils sont vraiment indispensables, les deux, pour évaluer l'impact social du design. Et tout d'abord, je pense que dans mes recherches, peut m'aider dans l'évaluation de l'impact social. Je crois qu'un bon point
point de départ, c'est d'aller dans le monde et donc sur le terrain et d'observer les expériences réelles des usagers, leur perception, quand ils sont en train de vivre leur vie quotidienne dans les milieux urbains. Idéalement, je pense que c'est très important pour l'évaluation de leur parler. Parfois, on n'a pas la possibilité, mais je pense qu'à travers l'observation, on peut vraiment comprendre les besoins à travers les comportements des usagers et qui peuvent fournir des informations indispensables de leurs besoins qui ne sont pas satisfaits dans la ville. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et enfin, la recherche, ça, c'est le point plus difficile qui doit trouver des moyens d'incorporer cette narrative sociale qui sont plupart immatérielles dans les projets urbains ou dans des lignes guides pour un milieu peut-être développement urbain ou dans des articles un peu plus scientifiques. Mais je crois aussi qu'il n'y a pas vraiment toujours la même formule pour évaluer l'impact social. Donc, c'est vraiment une chose toujours un changement. Et une autre chose, je pense, très importante pour l'évaluer, c'est d'évaluer l'impact social, se produit pas de manière isolée. Donc, il faut intégrer des autres domaines d'expertise, comme dans les miennes, j'essaie d'intégrer des liens liés à la santé et des perspectives diverses. Je pense que c'est vraiment très important pour avoir une sorte de vision un peu plus holistique de qu'est-ce que c'est le design social. Oui, et en juger par les questions qui se posent dans le Q&A, dans le questions-réponses et même dans le chat un peu, on voit bien qu'il y a une diversité d'intérêts, une diversité d'approches. Une des approches qui n'a pas été vraiment mentionnée maintenant, mais qui prend de plus en plus de place, c'est celle qui est sur les données massives, parce qu'on va commencer à pouvoir évaluer toutes sortes d'impacts de nos environnements sur les gens avec les statistiques de la santé publique, avec les statistiques ou les données qu'on obtient des réseaux de transport, des données qu'on obtient des eaux usagées. Donc, on peut faire des analyses, excusez-moi, on est à midi au moment du dîner, mais des analyses d'urine et d'autres choses dans les eaux usagées. On peut savoir exactement comment les habitants d'une ville se portent d'une certaine manière. Donc, il y a quand même ce côté quantitatif. Est-ce qu'il joue un rôle dans votre travail et si oui, lequel? Sinon, tant pis, c'est pas grave. Non, c'est sûr. En urbanisme, les données plus quantitatives ou les analyses plus quantitatives auxquelles je participe concernent, par exemple, l'analyse des données des enquêtes origine-destination. C'est beaucoup de données sur un échantillon quand même considérable. Puis, c'est un type d'outils qui existent dans plusieurs villes depuis plusieurs années, donc on peut même comparer à travers le temps. Donc ça, c'est la façon dont je l'utilise pour répondre concrètement à ta question, Raphaël, mais une dimension importante, je pense, quand on parle d'évaluation, c'est qu'on peut avoir des données qui sont accessibles, puis tu parlais donc de cette prolifération des données massives qui vont rendre possible beaucoup d'évaluations sur des choses sur lesquelles on était moins outillés auparavant. Mais dans l'évaluation, il n'y a pas uniquement les données qui comptent, il y a aussi, comme la racine du mot évaluation, il y a aussi les valeurs, qu'est-ce qui vaut ou à quoi on accorde de l'importance. Donc souvent, on a aussi beaucoup d'intérêt et on donne beaucoup de valeur à des éléments pour lesquels on n'a pas de données nécessairement. Et donc, on doit accepter aussi que l'évaluation a cette limite-là. On peut évaluer ce qui peut être accessible comme information pour bâtir un indicateur, pour le prendre en compte. Donc, ça, c'est le dilemme toujours de la recherche, des approches scientifiques en général. Donc, je pense que la beauté de ce qui s'en vient dans les prochaines décennies, c'est cette diversité d'outils qui vont être disponibles pour nous, pour les professionnels de l'aménagement, à la fois de plus en plus d'accessibilité à ces sources de données massives, mais toujours en gardant à l'esprit aussi l'importance de données qui peuvent être beaucoup plus modestes en taille, mais qui concernent peut-être les témoignages
précis d'une personne qui permet par son histoire, par son récit, de comprendre énormément de choses. Puis je voyais une question sur, par exemple, comment évaluer la capacité offerte dans un environnement, comment évaluer si un environnement est capacitant. C'est vraiment le type de questions que je pose dans mon cours, par exemple. Puis, justement, on sort peut-être des big data, quoique on peut aussi s'en servir, même des approches d'intelligence artificielle. Puis, notre collègue Shin Koseki, nouveau collègue à l'école d'URBAPA, Urbanisme, Architecture des paysages, travaille dans cette perspective-là. Mais on peut aussi, par l'accompagnement, l'observation directe, les parcours commentés, toutes sortes d'outils qui nous permettent de capter in situ les témoignages des personnes qui utilisent un espace par l'observation de leurs gestes, par la cartographie des comportements. Donc, on peut aussi évaluer les bons coups d'un design ou au contraire ses faiblesses. Puis, ces faiblesses, pour répondre à une autre question, ne sont pas nécessairement parce qu'on détourne un espace qu'on devrait se sentir coupable. Je pense qu'au contraire, un bon environnement ou un bon résultat, un aménagement, surtout quand on parle de design urbain, d'organisation spatiale de domaine public, ben justement, prend aussi la forme de cette appropriation par les usagers. Et donc, l'urbanisme tactique est une manière peut-être très radicale de voir comment on peut se l'approprier, puis détourner, par exemple, des espaces de stationnement dans les mouvements du Parking Day, les détourner pour les transformer en une autre chose qui nous lance un message, qui nous rend conscients de certains problèmes. Donc, voilà, je divague, peut-être je sors de questions d'évaluation, mais ces types de gestes sont à leur manière aussi une source d'évaluation de nos projets. Merci. Merci. Le temps avance, alors je vais demander à Laurence et à Alice peut-être de répondre à la question sur la méthodologie plus hard, plus quantitative, si ils le veulent, et puis on va passer la parole à Lindsay Dora après. Laurence? Oui, ben en fait, moi, je pourrais davantage rebondir sur ce que Juan avançait. Tu sais, mes recherches en ce moment sont sur des sujets sur les environnements capacitants, par exemple, ou des espaces capabilisants. Pour étudier ça, il faut regarder l'expérience vécue des gens. Donc, c'est moins avec des données quantitatives. Je me situe plus au niveau des données qualitatives, puis des méthodes comme les parcours commentés. C'est ce que je mets de l'avant, justement, d'avoir une entrevue avec une personne pour qu'elle nous parle d'un lieu qu'elle vit si on n'est pas dans ce lieu-là. On ne va pas du tout chercher la même information que si on est dans ce lieu-là avec la personne, que c'est la personne qui nous guide à travers le lieu. Ça permet vraiment une émergence plus sensible de souvenirs, d'expliquer ses modes de vie, d'expliquer ses rencontres, d'expliquer comment elle interagit avec le lieu, de nous mimer en même temps comment elle le fait aussi. C'est vraiment de ces façons-là qu'on va chercher des données qualitatives, mais très, très, très riches, qui pourraient être traités ensuite avec des outils peut-être quantitatifs, mais la nature de la donnée est beaucoup plus qualitative. Merci. Alice? Oui, c'est toujours trouver l'équilibre entre l'aspect qualitatif et quantitatif, l'aspect qui peut être mesuré ou pas mesuré, c'est vraiment un aspect très délicat. Et dans mes recherches, les questions plus hardware, plus quantitatives sont un peu représentées dans la ville même. Donc, moi, je suis très intéressée à la ville densifiée. Donc, il y a des données comme l'auteur des bâtiments ou la quantité de gens qui vivent dans certains quartiers, qui sont des données numériques qui, en fait, me permettent de comprendre sorte de portrait de les quartiers que je suis en train d'étudier, qui de mon côté, c'est vraiment des quartiers densifiés, des villes qui sont en train de se développer autour d'un paradigme de la ville dense. Après, dans cette sorte de hardware, j'essaie d'étudier le software avec une sorte d'approche plus qualitative dans laquelle, comme Juan l'a expliqué, d'aller vraiment à comprendre la perception, l'expérience des usagers, comme en fait, ils sont en train de vivre leur vie quotidienne sur cette hardware que la plupart des parts, ils ne sont pas vraiment... ils ne sont pas liés, ils ne sont pas dans le processus. Donc, vraiment, c'est ça le côté que j'aime plus de mes recherches, effectivement, de voir. Merci beaucoup, merci. Alors, écoutez, maintenant, il faut qu'on passe la parole, on veut passer la parole aux
aux participants, aux personnes qui nous écoutent. Il y a donc des questions qui ont été posées. Et je vais donner la parole à Lindsay Dora pour qu'elle vous pose certaines de ces questions. Bien sûr, merci beaucoup, Monsieur Fischler. Effectivement, on a vraiment beaucoup de questions dans la section questions-réponses et j'invite par ailleurs les participants à continuer à mettre les questions ici. On va répondre au plus de questions possibles. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses qui vont recouper ce que vous avez déjà dit. N'hésitez pas à aller plus loin sur certaines des questions si vous étiez passé en surface là, sur certaines choses. Donc, il y a une question ici anonyme. Je m'interroge quant aux impacts des réchauffements climatiques sur la population des personnes en situation d'itinérance en Amérique du Nord. Donc, c'est très pointu. Comment pensez-vous que l'augmentation des températures chaudes, canicules, affecteront cette population et comment traiter cet enjeu sous une approche de conception? S'il y a quelqu'un qui veut commencer. Oui, ben, il y a plusieurs échelles. On peut déjà commencer par les politiques urbaines en matière de logement, qui serait une bonne manière de commencer à réfléchir au phénomène d'itinérance, en tout cas de travailler sur lui. C'est vrai que ces personnes à l'heure actuelle exposées surtout à des environnements urbains qui peuvent être très dépourvus des végétations, qui peuvent être en fait des îlots de chaleur urbains, mais compromettent encore plus la santé et exacerbent les effets toxiques de certains environnements qui peuvent être des déterminants des pathologies, donc déterminants de la santé et auxquels on est exposé de manière très inégale aussi. Et ça fait partie des grands défis, je pense, de nos sociétés. Donc, de travailler sur cette inéquité environnementale, inéquité sociale face à l'environnement. Donc, je commence par là. Les politiques de logement, c'est déjà une façon, mais il y a aussi non seulement s'adapter à ces changements, mais éviter ces changements. Et en urbanisme aussi, on est très concerné par toutes les questions, par exemple, des mobilités, des capacités urbaines, tout ce qui nous rend moins dépendants de la voiture pour éviter au moins dans le secteur des transports de générer des gaz à effet de serre. Mais je lance la balle à mes collègues parce que dans les autres disciplines aussi, il y a des approches importantes. Bien, tout à fait. Je pense que le logement, c'est le point central là, du problème. Mais les personnes sans abri font certainement partie d'une communauté qui est en situation de vulnérabilité, mais d'exclusion aussi, puis qui a tout intérêt à ce qu'on travaille sur leur intégration au milieu aussi. Fait que pas simplement nécessairement, oui, le logement, mais aussi comment on peut créer des lieux qui vont permettre la socialisation en cette communauté-là et le reste de la société. Fait que c'est là au niveau du design, l'architecture qu'on va essayer de travailler à comment on peut développer des systèmes qui permettent une rencontre progressive entre deux communautés qui ne se côtoient pas en ce moment, qui se croisent, mais qui n'échangent pas. Donc, comment on peut créer différents espaces qui vont permettre des modalités sociales différentes. C'est comme ça qu'on va trouver un confort de socialisation aussi. Donc, comment ces personnes-là, que ce soit toute communauté qui disons, exclut qui essaie de s'intégrer à une société, comment on peut permettre un environnement où les gens vont pouvoir être ensemble, vivre ensemble, ou pouvoir être un peu plus à l'écart, pouvoir être seulement observateurs. Donc, vraiment, la balance entre l'intimité puis la sociabilité aussi au sein de lieux qui vont permettre là, les échanges puis la rencontre entre des communautés qui ne se côtoient pas en ce moment. Oui, je peux conclure vraiment brièvement en disant que oui, c'est une thématique globale, donc c'est vraiment quelque chose que ça va influer les prochaines années, les grands déplacements migratoires, donc les grandes villes, surtout comme Montréal, comme les autres villes globales, ils sont en train d'ouvrir à l'hospitalité. Et je pense que dans cet esprit, comme aussi Laurence l'a dit, l'espace public, l'espace communautaire, ils vont devenir vraiment une sorte de... ils doivent être repensés par rapport à l'accueil, donc à l'hospitalité, et comme en fait la régénération urbaine peut partir sur ça.
et autour des espaces publics. Donc, je crois que c'est vraiment important. Et ensuite, on a des autres thématiques, en fait, comme les typologies bâties habituelles qui correspondent pas toujours aux modalités d'habitat de cette migration. Donc, il faut vraiment repenser une façon plus flexible de l'hospitalité sur plusieurs niveaux. Merci beaucoup pour vos réponses. Et en fait, là, ici, j'ai une question qui se réfère peut-être à votre expérience, Roanne, lorsque vous avez dit que c'était traumatisant positif pour vous, la touche personnelle de l'usager qui était venu mettre une petite fleur. Et il y a une personne qui demande justement, est-ce que cette touche personnelle que l'usager ajoute dans un projet est un signe que le concepteur n'a pas réussi à répondre à son besoin? Ah, wow, quelle belle question. Mais en fait, de toute manière, je pense que les concepteurs ne réussissent jamais à combler tous les besoins. Comme on disait tout à l'heure aussi, les besoins, surtout peut-être davantage en urbanisme, en design urbain, où l'usager, en fait, est multiple, puis il se transforme. Et moi, j'ai le privilège de le voir à travers l'enfance, justement, comme étape dans la vie des personnes. L'enfant évolue très rapidement et change ses goûts, change ses besoins. Donc, même une chose qui peut être satisfaisante à un âge ne l'est pas un couple d'années plus tard. Donc, je pense que déjà, il faut faire le deuil de la satisfaction totale. Mais ça nous amène aussi à travailler dans une perspective de collaboration avec les usagers. Peut-être que c'était ça la leçon que j'ai apprise dans cette expérience, qui d'ailleurs pour moi était très belle et qui me fait encore résonner, qui résonne encore à moi, là. Pour moi, c'était au contraire une preuve de cette collaboration potentielle, puis de voir comment, pour revenir peut-être au point de départ qui est très féconde quand même, cette réflexion sur la différence entre l'esthétique peut-être et la dimension sociale, mais si l'esthétique est un jugement qui nous permet de discerner pour choisir le beau, cette collaboration sociale permet d'enrichir ces jugements et d'élargir notre capacité à apprécier le beau et à faire du beau et à le faire ensemble. Donc, voilà, je répondrai comme ça, peut-être en détournant un peu les choses à cette question quand même très bonne. Ben, en fait, je vais sauter tout de suite sur une prochaine question. C'est une question ici de Olsen Jean-Julien qui dit, on parle de plus en plus d'architecture hostile. On a observé des éléments d'aménagement dirigés contre les sans-abri. Donc, on vient un peu à cette thématique. Il y a un processus conscient d'exclusion sociale des sans-abri et plus largement des personnes en situation d'itinérance. Comment, d'après vous, le design peut contribuer à l'inclusion sociale des sans-abri? Donc, je sais que vous en avez parlé de lieux de rencontre, mais comment est-ce que ça se fait concrètement? Et ça ramène un petit peu à une question qui est posée plus loin, qui est qui finance à la fin ces lieux de socialisation même? OK, je peux essayer de commencer à répondre à cette question. Oui, concrètement, je pense que, comme je disais en avant, l'espace public, ça pourrait devenir utile pour commencer, mais je pense qu'on a besoin vraiment d'une ouverture, aussi des facilités publiques, peut-être. On pourrait vraiment repenser comment des bâtiments publics, ils peuvent être plus ouverts, plus vers l'hospitalité. Je pense que c'est une thématique pas facile à toucher, mais je crois que si on pense à l'architecture de façon plus flexible, plus en sens de temporalité aussi, on pourrait avoir des créativités. On pourrait vraiment avoir plusieurs programmes, peut-être, dans le même bâtiment. On pourrait penser vraiment comment lier des différents usagers dans le même bâtiment qui pourraient se soutenir en même temps. Donc, je crois que si on pense en termes de flexibilité spatiale et temporelle, on pourrait vraiment envisager beaucoup de solutions dans des bâtiments actuels qui ne sont pas utilisés ou qui sont utilisés seulement de certains moments de temps. Dans la municipalité, ça pourrait vraiment engager une sorte de bonnes pratiques aussi, que ça va ouvrir de l'ouverture, je pense, en sens spatial, mais en sens aussi d'ouverture des personnes.
je ne sais pas si je n'ai pas concrètement répondu, mais c'est flexibilité, un mot clé. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Laurence ou Juan, par rapport à concrètement? Oui, ben, je pense que ce que Alice met en lumière, c'est vraiment cette tension-là entre offrir la sécurité, mais la liberté au sein de ces lieux-là. Puis c'est un point de tension qui est très difficile à trouver l'équilibre entre les deux. Il y a certainement des exemples en Amérique du Nord, mais pour ma part, je fais des études de cas qui se situent davantage en Europe, où je vais étudier des lieux qui regroupent justement de l'hébergement social, des centres d'accueil demandeurs d'asile, mais aussi des restaurants, des bars qui sont fortement fréquentés par la population. Donc, c'est là où on a une synergie entre des différents groupes sociaux qui, normalement, n'échangent pas dans la ville, mais qui ont cette opportunité-là au sein de bâtiments qui sont le plus souvent des bâtiments vacants, qui sont revitalisés même pour des périodes de temps temporaires. Puis, c'est là où on peut aller observer quels sont les bons coups, les moins bons coups pour essayer de voir comment on peut spatialement arriver à une solution qui permet à la fois sécurité et liberté entre tous ces groupes-là. Merci beaucoup des réponses. Et justement, lorsqu'on passe un petit peu du point de vue on parlait de discipline, que tout le monde devait avoir soit des équipes multi- ou pluridisciplinaires ou être capable d'intégrer différentes disciplines dans vos projets. Il y a Stéphanie Ouellette ici, qui est finissante de design de l'environnement et bachelière en anthropologie, qui demande, selon vous, quelle est concrètement la place de la transdisciplinarité face aux questions d'impact social en design? Je peux me lancer, oui. Allez-y, Rouen. Merci pour la question. Elle est énorme, la place. En fait, on utilise le terme transdisciplinarité. C'est vrai qu'il y a toute une typologie selon les auteurs pour nommer les différentes formes de rencontres entre les disciplines qui vont de la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité. Moi, je pense que toutes sont pertinentes et peuvent contribuer énormément en fait, aux professions et aux pratiques de l'aménagement. Et je peux, sur une note peut-être personnelle également, vous avouer que quand, à la fin de l'équivalent du cégep, je devais choisir je voulais choisir des études universitaires, aménagement, puis en particulier c'était architecture dans ma ville à l'époque, me paraissait très séduisante comme programme. C'est sur la base du programme et pas tant de débouchés professionnels. Bon, que j'étais séduit parce qu'il y avait des cours, oui, en structure, questions techniques, géométrie, dessin, mais il y avait aussi des cours en philo, en éthique, en sociologie, en histoire, en sciences sociales et humaines. Et pour moi, c'était justement constater le besoin d'être au moins sensible à cette dimension-là pour pouvoir collaborer de manière plus riche dans le projet complexe. Donc, voilà, ça témoigne je pense, l'intérêt que cette convergence disciplinaire peut avoir dans nos projets. Donc, tout à fait d'accord avec la question posée. Merci beaucoup. On a une question aussi de Luc Méran qui parle donc dans quelle proportion voyez-vous l'importance dans vos projets de deux aspects, soit de prouver la possibilité d'une solution pratique versus provoquer la réflexion transformative pour convaincre les décideurs. Peut-être on peut commencer avec vous, Alice. OK, oui. C'est une très bonne question, pas facile, mais je pense que, oui, personnellement, j'ai travaillé dans des officines d'architecture et j'ai aussi lié mon côté de recherche. Et je pense que les deux ensemble peuvent être utiles dans les processus d'aménagement des projets urbains. Donc, je pense que partir, la recherche et le design through research, sur les deux ensemble, ça peut vraiment devenir une sorte de clé pour des problèmes complexes qui peuvent être répondus par rapport à des approches plus théoriques ou des approches plus pratiques par rapport à la profession. Donc,
Oui, je crois que les deux, si on arrive à mutuer les deux ensemble et trouver une sorte d'équilibre, ça va vraiment donner un esprit d'ouverture que ça va pour plus les côtés académiques, mais aussi pour la pratique aussi. Donc, oui, c'est ma réponse. Est-ce que Laurence ou Juan, vous voulez apporter un élément par rapport à ça, à cet équilibre à atteindre pour convaincre des gens qui décident à la fin? Ben, je peux répondre à la question de Luc en évoquant encore une fois l'urbanisme tactique. C'est exactement ça. C'est des réponses très tangibles, accessibles, que l'on peut mettre en place pendant la nuit. Et du coup, le matin, quand on voit tous ces prototypes, ça peut frapper aussi notre imaginaire puis nous permettre de démystifier certaines idées qu'on avait par rapport à des freins ou des problèmes potentiels à un projet. Donc, je pense que c'est ce type d'approche des do it yourself, faites-le vous-même, ou d'aménagement transitoire qui justement combine les deux pour ne pas avoir à choisir entre pratique ou vraiment convaincre. Je pense que parce que c'est très pratique, ça peut avoir un pouvoir rhétorique pour convaincre beaucoup plus fort. Ouais. Monsieur Fischler, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai levé la main. D'abord, je veux saluer Luc. Ça fait plaisir de savoir qu'il est parmi nous. Mais surtout, moi, j'aimerais dire aussi qu'il y a quand même, c'est une très bonne question parce qu'il y a une tension un petit peu entre le designer qui répond à des choses établies et le designer qui anticipe et qui provoque le changement. Parce qu'on dit souvent que répondre aux besoins des personnes, c'est quelque chose qui peut être réactif, même un peu conservateur d'une certaine manière. Et parfois, designer et ça c'est le côté utopique qui revient, le côté idéaliste, un designer peut dire, on peut faire mieux, on peut pousser. Et en fait, on peut non seulement pousser notre société, mais on peut même pousser les individus à changer un petit peu dans une certaine direction. C'est un côté un peu dangereux peut-être du design, mais je pense que c'est quand même un côté très intéressant du design aussi. Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent. En fait, il y a une question qui va un peu dans le sens de ce que vous dites. C'est Émilie Langlois qui demandait, est-ce qu'il y a un danger à ce que les designers soient ceux qui définissent les besoins des usagers ou même qui identifient les populations marginalisées à considérer? Donc, considérant qu'il y a beaucoup de populations marginalisées qui sont très peu visibles, c'est très varié et qu'ils ont des voix qui résonnent plus ou moins fort indépendamment de l'importance de leur contribution au processus de design. Bien, je pense qu'on peut répondre à ça tout de suite en refaisant le lien avec la question sur la transdisciplinarité. Tu sais, quand on conçoit par exemple, on parle d'une population marginalisée, il n'y a pas simplement la population marginalisée, il y a aussi la population qui les accompagne également. On ne va pas concevoir un hôpital simplement pour des patients sans des médecins. Tu sais, on ne va pas concevoir un refuge pour personnes sans abri, sans travailleurs sociaux. Fait que, le rôle du designer, ce n'est pas de déterminer quels sont les besoins en réfléchissant à ce qu'il pense par lui-même. C'est vraiment d'aller chercher cette information-là dans les milieux de pratique, entre autres, puis d'intégrer tous les acteurs, tous les occupants qui vont être ciblés par un environnement en particulier. Donc, pour moi, il n'y a pas de danger si le travail est vraiment bien fait, d'aller chercher autant les savoirs expérientiels des occupants que les savoirs experts également de ceux qui connaissent très bien les milieux dans lesquels va s'intégrer l'intervention. Je peux ajouter brièvement, Lynn disait que le danger n'est pas uniquement que ce soit la conceptrice qui définit les besoins, mais même de penser qu'on a la réponse aux besoins d'une population vulnérable, c'est aussi suspect. Et là, je me fie au travail d'une de nos diplômés, justement, peut-être elle est là parmi vous, Amélie Boudot. Elle avait travaillé, par exemple, auprès des adolescentes femmes au Mexique qui utilisent l'espace public, qui utilisent les systèmes de transport en commun. Et dans son étude, elle a constaté qu'en fait, beaucoup de la réponse officielle et structurée pour protéger ces jeunes femmes utilisatrices du transport en commun, en fait, avait un effet pervers de perpétuer la vulnérabilité à laquelle on les associait. Donc, on les vulnérabilisait en essayant de les protéger. Et c'est là que c'est important
cet esprit critique et cette collaboration avec des anthropologues, psychologues, sociologues et surtout avec les usagères elles-mêmes pour comprendre que finalement, cette protection n'est pas la seule ni peut-être la meilleure solution. Peut-être la vraie solution, c'est ne pas savoir faire tout pour qu'on n'ait pas besoin de protéger les gens. Alors, ça nous permet aussi de décaler le travail même du design à différentes échelles, donc de cibler ailleurs. Et ça fait aussi écho un petit peu aux questions qui étaient posées sur les populations vulnérables, par exemple, itinérantes. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre réponse. Et justement, bon, là, vous êtes vous êtes dans le milieu universitaire, vous faites des recherches, vous en lisez pas mal aussi, j'imagine. Vous faites vos observations. Puis il y a justement Faten Kikano qui demandait à quel point les recherches entreprises pour améliorer les milieux de vie dans nos sociétés ont-elles un impact justement sur les politiques urbaines et sociales, surtout celles qui visent les populations vulnérables et qui souffrent d'une représentativité limitée. Donc, sentez-vous que le design a réellement sa place dans ce type d'enjeu décisionnel? Oui, absolument, oui. Je pense que surtout quand, en fait, quand j'enseigne à mes étudiants, on pense en concevoir un projet d'architecture publique tout le temps pour des espaces publics, mais j'ai toujours lui dit que les projets, ça commence quand en fait les projets, les concepts, l'architecte termine de penser le projet, c'est là où les projets commencent à vivre. Et c'est là qu'en fait, on se doit prendre soin de les projets et des usagers. Donc, je crois que vraiment, il y a toujours cet aspect temporel qu'il faut prendre en considération dans la pratique et dans l'aspect de l'enseignement aussi pour les étudiants. Oui, ben je profite pour saluer Faten, notre aussi. Salut Faten. Puis en fait, je pense que c'est important de ne pas oublier que la flèche va dans plusieurs directions. Elle ne va pas uniquement des grandes politiques globales jusqu'à l'action concrète. En fait, les politiques sont les résultats aussi parfois des bouleversements qui viennent d'actions concrètes sur le terrain. Donc, voilà, c'est des processus assez complexes et bidirectionnels, multidirectionnels. Moi, je pense que c'est vraiment une excellente question. Puis, on doit justement se poser des questions sur comment accélérer les liens entre les secteurs académiques et professionnels. Puis, comme Alice l'a dit, peut-être que dans nos domaines, une belle porte d'entrée, c'est par les projets de design en atelier aussi. C'est la relève qui vont ensuite aller dans le milieu professionnel. Fait que ça peut être une espèce de courroie de transmission entre les recherches qui sont faites, les résultats, les données, puis déjà comment on peut éduquer les concepteurs de demain à œuvrer dans le sens des connaissances qui sont mises de l'avant. Merci, merci beaucoup pour vos réponses. Et je pense qu'en fait, j'ai peut-être une dernière petite question que je vais poser. Le temps a tellement passé très vite. Mais ça va revenir encore, je pense, à cette relation entre l'usager et le designer. C'est Stéphanie Ouellette encore qui posait cette question. Selon vous, quelle serait la position du designer par rapport à l'usager? Donc, le considérer comme un néophyte en design, mais un expert dans l'expérience de l'aménagement même. Comment voyez-vous cette relation? Oui, peut-être je peux répondre à ça tout de suite. Personnellement, oui, je pense que les usagers sont des experts. Ils ont une sagesse, une connaissance de la vie quotidienne qu'on doit intégrer dans notre projet, dans notre recherche. Je pense que c'est très précieux de comprendre à travers l'observation ou les dialogues comment leur vivre. Et je pense que oui, il faut absolument reconnaître qu'ils ont des expériences beaucoup. Merci. C'était tout pour moi. Merci beaucoup à tout le monde qui nous a soumis des questions. On a essayé de répondre au maximum. Il y en a quelques-unes qui subsistent, mais n'hésitez pas donc à continuer la conversation par vous-même. Je repasse la parole à M. Fischler. Oui, merci beaucoup, Lindsay Dora. Et puis, surtout, un grand merci à nos panélistes.